Depuis le début de l'année, nous avons synchronisé 11 séries de sanctions avec nos partenaires, 6 avec nos collègues de l'Union européenne, ainsi qu'avec les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. Le mois prochain, nous achèverons les efforts de synchronisation. Nous remplirons tous nos plans et obligations. Cela signifie que c'est très important pour nous en ce moment. Et aujourd'hui, nous travaillons avec les ministres de l'énergie du G7. Nous travaillons à assurer la synchronisation entre les pays du G7. Qui aide? Les pays qui réduisent leurs importations avec la Fédération de Russie. Le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, le Japon et l'Union européenne. Ce sont les principaux. Nos partenaires ont réduit autant que possible, ont réduit au maximum, voire à zéro, les importations en provenance de la Fédération de Russie. Et ceux qui les ont augmentées, c'est l'inverse. L'Inde, la Chine, la Turquie et l'Asie centrale, c'est-à-dire les anciens collègues soviétiques, disons-le ainsi. Oui, c'est un point sur lequel nous devons travailler. Nous avons une vision de la manière de travailler avec cela. Les États-Unis, les sanctions prendront probablement effet autour du 20 novembre 2025, s'il n'y a pas de changement. Après ces sanctions, selon nos données, la Russie perdra 50 milliards de dollars américains, de dollars l'année prochaine. Ainsi, nous comptons, pour ces pays clés qui ont augmenté leurs exportations, que les États-Unis et moi travaillerons à réduire autant que possible ces importations d'énergie en provenance de la Fédération de Russie. Parce que le ministre des Affaires étrangères vient de me donner toutes les données sur l'exemple de la Chine. Par exemple, la Chine a importé pour 120 milliards de marchandises. Imaginez si les États-Unis imposent des sanctions, après la réduction ce sera 50%, et rien que les importations de la Chine s'élèvent à 120 milliards. Ils sont le plus grand acteur, le principal soutien, dans cette guerre. Les experts internationaux estiment que l'impact économique du nouveau paquet atteindra jusqu'à 120 à 20 milliards de dollars. Ceci est également important car cela signifie une réduction directe des revenus du budget russe, qui sert principalement à financer la guerre. Nous surveillons la situation. Andriy Ivanovitch, désolé, c'est pour ne pas embrouiller qui que ce soit. Je parlais des États-Unis, des sanctions. De plus, il s'agit de 50 milliards sur le pétrole, et une partie du 19e paquet va jusqu'à 120 milliards. En plus de ces sanctions, nous avons aussi ce qu'on appelle les sanctions cinétiques, c'est-à-dire des frappes et des opérations à l'arrière avec des drones. Nous parlons d'une distance de plus de 120 km, c'est-à-dire plus de 100 km. Il convient également de souligner que nous poursuivions des objectifs légitimes afin de remplir les missions du commandant suprême, le président de l'Ukraine. La production et le raffinage du pétrole représentent 90% du budget du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. En d'autres termes, ce sont des roubles du pétrole sale que l'ennemi utilise pour nous tuer. Donc, depuis le début de 2025 jusqu'à aujourd'hui, nous avons détruit 48% des obus de l'ennemi. C'est aujourd'hui une priorité. Cela a été reconnu par le président de l'Ukraine. Ils en produisent 30 par an, mais le nombre de ceux détruits est bien supérieur à celui qu'ils produisent. C'est pourquoi nous travaillons dessus. Comme toujours, nous vous tiendrons informés des résultats dans les communications officielles, de facto. Depuis le début de l'année, nous avons déjà adopté plus de 50 sanctions en vertu de ces décrets. Aucun autre pays n'a un tel rythme de travail. De plus, j'apprécie vraiment la possibilité de lier les sanctions critiques aux sanctions classiques. Je veux dire que lorsque nous frappons l'infrastructure critique de la Fédération de Russie, ils doivent aussi réparer les installations concernées. La réparation des installations, d'une manière ou d'une autre, est liée à la nécessité d'importer des composants. Les importations de composants, de technologies coûteuses et d'installations sont généralement déjà partiellement couvertes par des restrictions sectorielles, ou le seront entièrement par des sanctions complètes dans un avenir proche. Pour la première fois, l'information concernant la destruction d'Oreshnik sur le territoire de la Fédération de Russie a été rapportée ici. Et lorsque cela s'est produit, veuillez lever le voile. Et est-il possible de mettre en œuvre le même schéma en Biélorussie? Nous n'allons pas entrer dans les détails aujourd'hui. Comme je l'ai dit, parmi nos forces de défense, il y a le service de sécurité d'Ukraine. Le GUR et le service de renseignement extérieur ont également été impliqués dans cette opération. La destruction a été totale, à 100%. Ce fut une opération très réussie, mais elle n'a pas été rendue publique à l'époque. Je comprends que le sujet des sanctions est important. Mais qu'en est-il de Pokrovsk aujourd'hui? Quelle est la situation là-bas maintenant? Parce qu'une grande partie des informations russes sont fausses. Je demande de ne pas croire ce que dit la Russie. J'ai été dans certains bureaux.
même géométriquement. Et j'ai vu différentes cartes. J'ai vu une carte des combats sur le territoire ukrainien qui paraît, disons, étrange, et j'en ai vu d'autres aussi. C'est-à-dire que, pour une raison quelconque, nous avons différentes cartes des combats réels en Ukraine. Pourquoi celles des Russes sont différentes, c'est compréhensible. Mais en Ukraine, en Russie, en Europe et aux États-Unis, les cartes diffèrent. Et à un moment donné, nous coordonnons tout cela, nous comprenons où il y a certains problèmes et où il y a certaines manipulations. C'est pourquoi la situation à Pokrovski est compliquée. Vous voyez, toute leur force. Vous savez que dans cette direction, il y a 170 000 soldats ennemis, c'est énorme. Oh, vraiment, vraiment. Et le lendemain matin, j'ai parlé avec le commandant en chef. Il n'y a pas de changement à Pokrovsk. Il y a des Russes à Pokrovsk. Nos troupes les détruisent petit à petit. Par conséquent, nous devons comprendre qu'il y a une bataille sérieuse, très sérieuse pour Pokrovsk. Ils avaient pour mission de prendre Pokrovsk, de prendre notre Pokrovsk, précisément cette ville. Parce qu'ils n'ont pas réussi à prendre Samy, parce qu'ils n'ont pas réussi à prendre Kupiansk, ils ont compris qu'ils allaient perdre Kupiansk. C'est tout. Le nettoyage est en cours. Ce n'est pas facile non plus. Mais cela est déjà décidé. Nos forces sont arrivées à la rivière et les ont bloquées. Ils ne peuvent plus passer, même individuellement, car c'est trop difficile. Par conséquent, il est clair qu'ils sont en train de perdre cela. Ils ont déjà perdu cela. Oui, Dobropilia est parfaitement clair. Zaporozhye est clair. Aussi. Ils se battront pour ces droits et les défendront autant que possible. Poutine affirme qu'il se... Monsieur le Président, la gestion de l'eau est un élément essentiel de toutes les discussions sur le climat aujourd'hui. De même, toutes les questions liées aux ressources en eau se recoupent et sont étroitement liées aux enjeux de l'atténuation du changement climatique. Ces tendances se sont considérablement renforcées avec l'institutionnalisation rapide de cet agenda à partir de 2023. Je voudrais brièvement expliquer la situation. Tout commence par l'ajout de ces questions à l'agenda international sous un prétexte plausible. Dans le même temps, nous constatons que l'Occident collectif utilise finalement ces questions pour renflouer les budgets nationaux d'autres pays. Les règles directes introduites en conséquence nuisent au commerce mondial par des mesures déséquilibrées sous prétexte de protection de l'environnement. Nous pouvons observer cela lors des négociations. Lorsque nous analysons en détail tous les axes de négociation et examinons attentivement toutes les formulations qui dissimulent des éléments non immédiatement apparents. Par exemple, les préparatifs actuels pour le prochain événement sont en effet truffés de formulations qui semblent